Bonjour à tous, bienvenue dans ce bulletin. Pour commencer, cette information relative à une mesure administrative du ministère des Droits de l'Homme et des Libertés publiques. Le procureur de la République, Simplice Kofi, a été remplacé par Adou Richard et le procureur général Fofana Ibrahim par le magistrat hors hiérarchie Ali Yehoum. La sauvegarde de la forêt ivoirienne fait partie des projets de l'État de Côte d'Ivoire. Une politique a été adoptée pour la protéger et cette politique, ce projet donc a été présenté par le ministre des Eaux et Forêts à ses collaborateurs. Les détails avec Mamadou Kouassi. La Côte d'Ivoire, 16 millions d'hectares dans les années 60. Le pays se retrouve aujourd'hui avec moins de 2 millions d'hectares de forêt, d'où l'urgence d'un engagement mutuel. Et le ministre des Eaux et Forêts dit avoir trouvé la bonne stratégie. Entamée, presque détruite. Et aujourd'hui, il s'agit de trouver des solutions. Comment faire d'abord pour continuer, pour empêcher qu'elle disparaisse totalement. Et ensuite, il faut la régénérer parce qu'elle est très très importante et même vitale pour notre survie, la survie de la population ivoirienne, du peuple ivoirien. Une vision partagée par les agents des eaux et forêts qui entendent s'impliquer dans la réalisation de celle-ci. Nous avons quelques difficultés, mais nous avons vraiment pris le chemin de la relève de la forêt en Côte d'Ivoire par une action de protection et une action également de son développement par un fort reboisement. Bientôt les états généraux de la forêt. Ce sera l'occasion de faire l'état des lieux de la forêt ivoirienne afin de trouver des solutions pour sa sauvegarde pour les prochaines 50 années. Parlons des travaux sur les filières porteuses de l'artisanat et son nombre de 13. Ces filières, et on peut citer entre autres le froid, la mécanique ou encore l'électronique. Des recommandations ont été faites à l'issue des travaux. On en parle avec Gabriel Zani. L'artisanat génère 245 métiers en Côte d'Ivoire. C'est une composante importante de l'activité économique et eu égard aux immenses potentialités qui le renferment en termes de création d'emplois. Le ministère du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME a donc commandité une étude des filières porteuses de l'artisanat. Nous voudrions poursuivre les actions menées par nos prédécesseurs pour renforcer les capacités des artisans en renforçant leur organisation par métier, en créant, mettant en place des bases d'appui qui puissent permettre de cibler leurs besoins spécifiques en formation, en moyens. 13 filières porteuses ont été présentées à l'issue des travaux menés en plénière par les participants. Ce sont entre autres l'artisanat d'art, le froid, le bâtiment, les cuirs et les peaux. Les participants se sont également prononcés sur les stratégies de mise en application des filières porteuses et les sources de financement du secteur. Renforcer le cadre législatif et réglementaire du secteur et développer le commerce des produits de l'artisanat entre les acteurs locaux et régionaux sont au nombre des recommandations adressées au gouvernement à l'issue des travaux. Quant aux partenaires, le rapport pour la création d'une banque de l'artisanat est souhaité. Objectif, financer des activités des opérateurs du secteur. Le président de la structure bien-être des employés et auxiliaires des transports en Côte d'Ivoire était face à la presse. Il a salué l'initiative de la police militaire visant à mettre de l'ordre dans le secteur des transports et demandé à ses camarades chauffeurs de soutenir cette politique. C'est un sujet qu'on aborde avec Mamadou Kouassi. Le milieu du transport routier en Côte d'Ivoire. Plusieurs mots minent ce secteur important pour l'économie. Désordre, manque de formalisation, phénomène Nyampro, raquettes et escalade de la violence. Des problèmes réguliers auxquels sont confrontés les acteurs ivoiriens du transport. Des problèmes qui ont connu un début de solution cette semaine au grand bonheur de BATCI, le bien-être des employés et auxiliaires du transport en Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a pris une initiative en mettant fin à la raquette syndicale sur tous les districts d'Abidjan. Je demande à tous les conducteurs de ne plus payer 5 francs à aucun syndicat à partir de désormais jusqu'à un nouvel ordre. Pour que le droit soit dit, pour que le droit soit suivi, pour que le respect des conducteurs soit reconnu en Côte d'Ivoire. Pour Konaté Lanciné, l'activité du transport est essentielle pour la bonne marche de l'économie. Les abus dont ces acteurs font l'objet doivent donc prendre fin. Il s'interroge par ailleurs sur la destination de tout cet argent issu du racket que subissent les conducteurs. BATCI
prépare dans les prochains jours une mobilisation de soutien à cette décision des autorités militaires de mettre fin au racket syndical. Hors de la Côte d'Ivoire, le soutien militaire de la France à l'armée malienne pour lutter contre les groupes armés qui occupent le nord du Mali se poursuit. L'opération Serval s'est poursuivie hier avec la reprise des frappes aériennes contre les groupes, vous le savez, en Sardine, Acmi et Moudjao. Le commentaire de Francis Boueffo. Les forces françaises sont arrivées samedi à l'aéroport militaire de Bamako. Elles appartiennent au groupement tactique interarmé prépositionné en Afrique. Ces hommes viennent du Tchad et de la Côte d'Ivoire et devraient être rejoints par des éléments venant de France. Ils ont été accueillis à leur arrivée par l'ambassadeur de France qui leur a donné quelques détails sur leur mission. Continuer, comme on a commencé à le faire depuis hier, à endiguer les progrès sur le terrain des groupes terroristes. Alors, pour l'instant, un coup d'arrêt a été donné. Maintenant, je dirais, il faut transformer l'essai. Mais le but du déploiement français reste flou. S'agit-il de reconquérir le nord du Mali, d'éradiquer les bases d'Acmi? Le chef de détachement français a pour l'instant précisé que ces hommes ne resteraient pas à Bamako. Très vite, on va constituer ce détachement et ensuite on montera très certainement vers le nord avec et aux côtés des forces maliennes de façon à pouvoir préparer dans les meilleures conditions le déploiement de la mission internationale de soutien au Mali. Les premiers éléments de la force ouest-africaine sont arrivés hier également. Il s'agit d'une équipe technique de l'armée de l'air nigériane. Le commandement de cette force sera nigérien. Sur la ligne de front, après la prise de Konna, les opérations continuent. L'armée malienne affirme qu'une centaine d'islamistes ont été tués, dont un haut responsable dans Sardine. Acmi a proféré des menaces contre la France. Du côté de l'armée malienne, les combats auraient fait 11 morts et une soixantaine de blessés que l'ex-chef de la junte est venu saluer à l'hôpital. Longtemps hostile à une intervention étrangère, le capitaine Sanogo a cette fois-ci salué la pression française. Nous nous félicitons d'avoir l'assistance française à nos côtés aujourd'hui et qui a bien joué un rôle prépondérant, un rôle capital. Outre des militaires maliens et un officier français, une dizaine de civils auraient été tués dans les combats, selon l'ONG Human Rights Watch. Il y a un sommet extraordinaire de chefs d'État de la CEDEAO se tiendra ici à Abidjan le samedi prochain. Le monde entier, vous le savez, est mobilisé pour la reconquête du Mali, occupé depuis près de 9 mois par des islamistes. Je vous propose ce commentaire de Laurent Banga. La crise au Mali a commencé le 22 mars 2012 avec la chute de son président Amadou Toumani Touré, démocratiquement élu. Le Mali était considéré comme un exemple de démocratie en Afrique. Alassane Ouattara, le président ivoirien, par ailleurs président en exercice de la CEDEAO, est monté au créneau pour exiger des putschistes le retour à l'ordre constitutionnel malien. Finalement, le président Ouattara et ses pairs de la CEDEAO, appuyés par l'Union africaine, l'Union européenne et l'ONU, obtiennent le départ des putschistes conduits par le capitaine Aya Sanogo. Le président de la CEDEAO ne cesse de multiplier les actions pour non seulement ramener la paix au Mali, mais surtout obtenir l'intégrité du territoire malien dont le nord est occupé par des bandes armées. Ainsi, à l'initiative du président ivoirien, patron de la CEDEAO, plusieurs sommets et réunions sont organisés en Afrique, en Europe et à l'ONU. L'objectif est le même, permettre au peuple malien de vivre en paix comme les autres peuples de la région ouest africaine. Depuis le déclenchement de la crise malienne, Alassane Ouattara continue toujours de sensibiliser les décideurs de ce monde à se pencher sur le cas malien. Aujourd'hui, les efforts du président ivoirien et de ses pairs sont en train d'être payés. Paris combat aux côtés de l'armée malienne. Londres entend fournir une assistance militaire logistique à la France, mais ne déploiera pas de personnel. Washington, pour sa part, envisage d'apporter à la France des drones de surveillance. Le président de la CEDEAO, le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara, a autorisé l'envoi immédiat de troupes africaines au Mali. Le Nigeria, le Burkina Faso, le Niger et le Sénégal participent à la force africaine en envoyant chacun des hommes pour reconquérir le nord du Mali. En attendant le sommet des chefs d'État de la CEDEAO sur le Mali, prévu le samedi 19 janvier 2013 à Abidjan, en Côte d'Ivoire, l'on peut dire que la diplomatie de la CEDEAO, orchestrée par Alassane Ouattara, permettra certainement de reconquérir le nord du Mali, occupé depuis 9 mois par les islamistes proches d'Al-Qaïda.
C'est le samedi prochain que se tiendra ce sommet de la CEDEAO. On se rend maintenant en Haïti où le système de santé peine à se réorganiser 2 ans après le séisme. Ce vaste chantier à quelques kilomètres à l'ouest de Port-au-Prince, c'est la ville de Léogane. Toute proche de l'épicentre du séisme, la plupart des bâtiments de cette commune de 180 000 habitants ont été endommagés le 12 janvier 2010. Si les survivants ont été relogés, toutes les infrastructures en revanche n'ont pas été reconstruites. Vétuste, l'hôpital de Médecins sans frontières est le seul dans la région à prodiguer des soins d'urgence gratuits, de jour comme de nuit. Avec 600 naissances en moyenne chaque mois, la maternité est débordée. Ces 55 lits parfois sont sont remplis et on est bien obligé d'ouvrir des tentes juste pour faciliter le travail. Si on ne s'organise pas pour que d'autres structures puissent offrir des soins à ces femmes-là, on ne peut pas vraiment se séparer de cette maternité. À l'origine, l'objectif de l'ONG était de passer le relais le plus vite possible au ministère de la Santé. Mais les autorités haïtiennes sont incapables de prendre en main ces hôpitaux saturés, car après les fractures et les traumatismes, conséquences du tremblement de terre, c'est à un autre fléau qu'il a fallu faire face, une épidémie de choléra. Les gens n'ont pas accès à de l'eau potable. Ils boivent de l'eau de la rivière. Et les déchets qui sont dans les rues, ça favorise une multiplication, une propagation rapide des cas. C'est-à-dire ça, c'est lié pour moi surtout aux conditions hygiéniques qu'on a de notre environnement. Et le nombre de cas de choléra a explosé après les ouragans Isaac et Sandy en août et octobre dernier. Dans un pays accablé par les éléments naturels, le gouvernement est bien à la peine pour mettre en place des solutions sanitaires efficaces et durables. Voilà, c'est la fin de ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. La suite de Matin Bonheur, c'est avec Naomi.